Salut et bienvenue dans les nouvelles vidéos des cartes sur table où on va parler des AP pour préparer votre AP au mieux. On va revoir tout en plusieurs points, notamment les règles, la construction de deck, et on va essayer de voir un peu les effets des cartes nouvelles pour que vous compreniez bien tout ça, pour savoir comment construire votre deck et quelle carte il faut utiliser avec quel héros. On va pas non plus rentrer dans les détails de quelle carte est forte, quel héros est fort, ça on le fera certainement en live quelques jours avant les AP. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et n'oubliez pas le code MAXISST, notre partenaire MaxiRef qui vous offre 2% de réduction avec ce code sur tout leur site, malgré les réductions qui sont déjà appliquées. N'hésitez pas à l'utiliser. Et en attendant, générique. Et nous revoilà après le générique, où l'on va parler donc de cette AP et notamment en 3 étapes. D'abord, on va rappeler les règles de construction d'un deck, qui sont assez différentes d'un deck standard. On va voir un peu les nouveaux effets qui sont sortis du set 3. On en a déjà vu au moins deux effets de type, mais il y en a un troisième qui est sorti, donc qui n'a pas encore été présenté par Equinox, qui a été révélé il n'y a pas si longtemps. Puis derrière, mes conseils pour la construction d'un deck, comment moi je procède pour construire un deck. Pas forcément la méthode la plus idéale, mais moi c'est la méthode que j'utilise et qui semble plutôt bien fonctionner pour moi en tout cas à chaque fois. Pour la construction de deck, on a ces règles là qui sont sur le site d'Equinox. Ils sont malheureusement que en anglais, mais un deck de scellé doit être au minimum de 30 cartes. Il est conseillé de ne pas dépasser 30 cartes, parce qu'en général, si on vous propose 30 cartes, c'est que pour optimiser les meilleures cartes, les meilleures pioches que vous pouvez faire, c'est avec 30 cartes. Dans ces 30 cartes, le héros est compté, ce qui veut dire que c'est 29 cartes plus le héros, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un héros. Vous pouvez jouer 100 héros, dans ces cas-là, c'est 30 cartes, communes, rares, uniques, peu importe. Vous pouvez mélanger 3 factions. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple jouer Ordis, Izmir avec Axiom, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le héros que vous sélectionnez doit être obligatoirement de cette faction. Si jamais vous n'arrivez pas à remplir avec ces 3 factions 30 cartes, vous pouvez les compléter avec les orbes de mana. Ces petits cartes tokens, c'est juste des cartes qui vont aller en mana. Mais du coup, ça permet de compléter si jamais il vous manque des cartes. Ensuite, il n'y a aucune restriction sur le nom des cartes. Dans le format standard, vous avez droit à 3 cartes du même nom. Qu'elles soient en rare, en commune ou en unique, vous ne pouvez en avoir que 3. Donc, vous pouvez avoir une unique du même nom, une rare du même nom et une commune du même nom, mais vous ne pouvez pas dépasser 3 au total. Là, dans le scellé, si vous en ouvrez 10 du même nom, vous pouvez mettre les 10, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pareil pour les raretés. Dans le jeu de base, on est limité à 15 rares, 3 uniques, etc. Si là vous ouvrez dans chacun de vos boosters une unique, vous pouvez mettre les 7 uniques si vous voulez. Aucun problème à ce niveau-là. Aucune limitation. Maintenant, les compréhensions des effets. AOIFE. Un effet qui nous avait déjà été présenté, qui coûte 5 de la main, 5 de la réserve, 5, 4, 5. Il y a un effet qui s'appelle Scout 2, ce qui veut dire qu'on peut la jouer depuis la main pour 2. Mais si on fait ça, elle gagne l'effet main, envoyez-moi en réserve. Ce qui veut dire qu'on va la payer pour 2, elle va arriver sur le terrain, puis elle va partir en réserve. Tout l'intérêt de cette carte-là, c'est qu'elle va arriver sur le terrain. Ça fait un peu comme l'effet d'un sort, mais ce n'est pas un sort, ce qui veut dire que ça ne fonctionne pas avec Aphanas. Aphanas étant un des héros jouables, ça, ce n'est pas un sort, ce qui veut dire qu'il ne donne pas un boost. C'est une créature qui arrive sur le terrain et qui quitte le terrain. Là où par contre c'est très important, cet effet scout, c'est avec Hatsadi. Hatsadi dit, au début de la partie, il a 5 compteurs. Quand on joue une carte d'un coût de main égal ou supérieur au nombre de compteurs qu'il a, on pioche une carte. AOIFE est une carte qui coûte 5 de la main. Comme Hatsadi commence avec 5 compteurs, si vous le jouez en tant que scout, Hatsadi va pouvoir piocher une carte parce que la créature va arriver en jeu, puis elle va quitter le terrain. Mais elle va quand même arriver en jeu. Donc elle va déclencher le pouvoir d'Hatsadi. Et ça, c'est hyper important, et c'est ce qu'il faut bien comprendre avec l'effet scout. C'est un effet qui va pouvoir être important avec Hatsadi, en tout cas dans les cartes jouables à l'heure actuelle. Attention aussi avec Teja. Une carte qui a scout, si vous la jouez en premier, elle va
utiliser le boost de Teja, parce qu'elle va arriver, prendre le boost, puis quitter le terrain. Donc vous perdez votre boost. Donc faites bien attention aussi à ça. Et surtout ces deux héros-là qui vont profiter de l'effet d'arrivée en jeu. On aurait pu avoir Aurak si Aurak était jouable, mais là il n'est pas dans les héros jouables. Elle n'est pas dans les héros jouables à l'heure actuelle. Mais ça marchera avec Aurak en construit. Si vous avez une carte qui a 0 de stats et que vous la jouez en scout, elle va arriver sur le terrain. Vous allez pouvoir prendre le compteur d'Aurak et elle va quitter et elle va partir en réserve. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cet effet-là. C'est un effet qui permet de jouer les cartes de créatures moins chères, mais les cartes de créatures vont partir en réserve. Mais ils vont juste faire leur effet d'arriver en jeu. L'autre carte et l'autre effet qu'on avait vu, alors celle-là c'est pas la carte qui a été révélée, c'est une autre qui a été révélée, c'est les effets de support, de soutien, qui sont infinis, avec le symbole infini en bas. C'est un effet passif. Ça veut dire que il va se passer quelque chose au début du tour, pendant le tour, peu importe, mais c'est quelque chose de passif. Vous n'avez rien besoin de faire pour que l'effet se déclenche. Là, sur cette carte-là, c'est quand vous jouez un spell, un autre sort, lui, cette carte-là, si elle est en réserve, elle va gagner un compteur Arcana, et jusqu'à un maximum de 3. Puis elle va faire des effets quand on va jouer le sort, en fonction de ce nombre de compteurs d'Arcana. Là où il faut bien comprendre, c'est que si c'est un effet qui se déclenche à midi, si la carte est redressée, pas de souci, l'effet va se faire. Mais par contre, tous les effets qui épuisent une carte en réserve, et ça a été confirmé par l'Equinox, si une carte qui est le symbole d'infini est épuisée en réserve, alors l'effet passif ne se fera pas. Je veux dire que là, si cette carte-là est épuisée en réserve, si vous jouez un sort, elle ne prendra pas de marqueur. Elle ne prendra pas de compteur. Ça, faut bien le comprendre aussi. Et c'est aussi important pour vous à comprendre ça, c'est que si vous avez des cartes qui permettent d'épuiser en réserve, ça peut contrer ce que vos adversaires vont mettre avec des effets passifs. Dans cette extension-là, dans ces AP-là, tout ce qui va pouvoir saboter, épuiser, va être très important si vous voulez contrecarrer tous les effets de réserve. Et il va y en avoir beaucoup. On a déjà des cartes révélées, il y en a dans toutes les factions, il va y en avoir beaucoup. Donc l'effet de gestion de réserve va être très important. Le dernier effet qui nous a été révélé, mais qu'on n'avait pas su au moment de l'article, c'est l'effet augmente. Augmentation, je sais pas comment ils vont le dire en français, mais cet effet augmente, c'est un nouvel effet. Et cet effet, on va pouvoir cibler une créature ou plusieurs si l'effet permet de cibler plusieurs créatures, mais on ne cible qu'une créature qui a déjà un compteur. Petit twist, ça fonctionne avec tout ce qui a des compteurs, même si c'est pas des boosts. Un boost est un compteur. Heist gagne des compteurs, Aurak gagne des compteurs. Tant que c'est un compteur, vous pouvez cibler cette créature. Enfin, cette carte, pardon. Donc là, c'est vous pouvez augmenter une cible, une carte en jeu. Le héros est considéré comme en jeu. Les permanents qui sont dans la zone permanente sont considérés comme en jeu. Les permanents d'expédition qui sont dans la zone d'expédition sont considérés comme en jeu. Les personnages qui sont en jeu sont considérés comme en jeu. Dans les expéditions sont considérés comme en jeu. Et vous pouvez cibler sinon les cartes en réserve. Comme il va y avoir beaucoup de cartes en réserve qui vont gagner des boosts, vous allez pouvoir cibler ces cartes-là. Et ça veut dire quoi? Augmente, ça veut dire que si une carte a déjà un compteur, je peux lui redonner un compteur supplémentaire. Donc là, ça veut dire qu'en effet scout, pour 1, je peux donner un compteur à une créature, à un personnage, à un permanent. Ça va être hyper important, notamment avec Heist, parce que du coup, ça peut lui permettre d'atteindre son 5e compteur sans avoir besoin d'avoir une carte qui quitte la réserve, par exemple. Pour Aurak dans le futur, pas pour les AP, mais pour Aurak dans le futur, vous pouvez peut-être lui faire atteindre aussi son 5e compteur, malgré que vous n'ayez pas de carte à 0 de stats. Donc c'est un effet qui peut être très intéressant. Et ça, c'est un effet qui n'avait pas été présenté par Equinox. Voilà les effets que je peux vous expliquer, en tout cas ceux que j'ai vus qui ont été révélés. Je ne crois pas en avoir vu d'autres spécifiquement. Mais ça, ce sont des effets qui vont être importants pour la suite de la construction de deck. Parce que vous avez besoin de comprendre ces effets-là pour savoir si cette carte-là est bien ou pas dans votre jeu, si elle peut être bien aussi pour gérer les cartes adverses, qu'on va avoir des cartes qui vont réduire les compteurs adverses. On va pouvoir piquer les compteurs. Il y a même, je crois même des cartes qui permettent d'échanger les compteurs. De dire, cette carte-là, je prends ses compteurs, je les prends pour moi et je lui donne mes compteurs. Mais si vous n'avez pas de compteurs, vous allez juste switcher. Et donc, vous allez pouvoir booster tout en réduisant une carte adverse. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, ce que je fais ensuite pour construire mon deck, voilà comment je procède. J'ouvre tous mes boosters. Je trie tout par faction. Donc, je les sépare par couleur. Une fois que j'ai ça,
je vais regarder la faction pour laquelle j'ai le plus de cartes. Si j'en ai deux qui sont à peu près égalité, je vais regarder les deux. Et je vais regarder celle qui me paraît être le plus fort. Surtout une faction où il y a beaucoup de personnages. Si c'est une faction où il y a beaucoup de sorts, ça va être moins intéressant. Sauf si ce sont des sorts qui génèrent des créatures, c'est un peu différent. Mais s'il y a des sorts qui font des effets, mais pas beaucoup de personnages, pas intéressant. Dans un deck télé, on va vouloir mettre plus de créatures, beaucoup plus de créatures. On va garder un peu le ratio qu'on a pour le construire, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers, à peu près, 2 tiers de personnages, 1 tiers de non-personnages, voire moins. On va être plutôt aux alentours de 7 cartes au maximum, qui sont des sorts, des permanents, potentiellement, et le reste en personnages. On va pouvoir tricher un peu là-dessus parce qu'on a des personnages qui peuvent être des sorts, notamment avec l'effet scout. Et on a des sorts qui peuvent créer des personnages, donc ça, pour moi, je les compte comme un personnage plus que comme un sort. Je vais identifier donc la faction qui a le plus de cartes, qui me semble être la plus forte en termes de quantité de cartes et en termes d'effet de cartes. Une fois que j'ai ça, pour moi, ça sera ma couleur principale dominante. Ça veut pas dire que je vais prendre un héros de cette couleur-là, mais ça sera ma couleur principale. Par contre, après, je vais devoir choisir 2 autres factions. Pour les factions, je vais regarder, dans un premier temps, les héros que j'ai ouverts. Il va y avoir des héros qui vont être un peu des sélections automatiques, on va dire. Typiquement, déjà, peut-être une carte qui va être auto-sélectionnée parce qu'elle a un boost gratuitement sans avoir besoin de faire des choses particulières. Hatsadi pourrait être un bon pick aussi, notamment si vous avez pas mal d'effets de scout et notamment des cartes qui coûtent cher mais qui ont un effet de scout parce que du coup ça vous permet d'aller chercher de la pioche. Pen pourrait être une carte qui va être un auto-pick, un auto-sélection parce qu'elle a un ravitaillement naturel. Donc on va avoir des cartes comme ça qui peuvent être intéressantes. Soubash pourrait être très intéressant parce que naturellement dès le début, il peut mettre une carte en réserve. Une carte, comme on a beaucoup de cartes qui ont un effet quand ils sont en réserve, on va pouvoir mettre une carte dès le début en réserve. Puis jouer une deuxième carte qui va elle aussi aller en réserve. On aura 2 cartes en réserve pour le deuxième tour qui vont peut-être prendre des boosts, faire des effets, etc. Donc Soubash, donc là j'ai déjà cité des noms, on a Soubash, Teja, Hatsadi potentiellement, mais là ça dépendra beaucoup des effets scouts que vous aurez et de vous arrivez à avoir des cartes chères mais qui restent jouables, parce que ça reste un peu compliqué en AP. Pen peut être jouable. Donc on va regarder un peu les héros qu'on a ouverts, et en fonction des héros ouverts, ça va nous donner déjà une autre couleur qu'on va vouloir jouer. Donc typiquement, si je prends Muna mais que j'ai une grosse sélection qui est Ordis par exemple, ma couleur principale est Ordis, et mon héros ça serait Teja, je vais jouer Ordis et Muna, et je vais droit à une troisième couleur. Cette troisième couleur, ça sera en fonction des effets, ça va venir un peu plus appuyer ma couleur principale ou ma couleur secondaire. Des fois, ça peut être parce que les cartes qui sont fortes dans ma couleur principale sont en transfuge dans cette couleur-là aussi. Là, ça sera un peu à vous de choisir. On va chercher des cartes qui ont des effets assez forts, qui peuvent avoir des grosses stats. En tout cas, on va essayer ça va être une couleur qui va être plus en soutien qu'autre chose. Donc peut-être même une couleur où il y aura essentiellement les sorts de cette couleur-là. Donc on va essayer aussi d'avoir de la pioche et du ravitaillement, ainsi que de la gestion. Donc il faut essayer d'avoir un mélange de tout. Donc si vous avez une carte qui dit effet main, piocher une carte, un sort qui dit peut-être sacrifier une carte ou mettre une carte en réserve, piocher une carte, c'est très intéressant parce que ça vous permet de faire du card advantage, de faire tourner un peu votre deck et d'aller chercher potentiellement des solutions qui sont loin dans votre deck. Ça vous permet aussi peut-être d'essayer d'avoir des synergies. Attention avec les synergies. Les synergies des archétypes, ça peut être intéressant si vous en avez beaucoup de ce type-là. Mais la plupart du temps, en CLE, c'est compliqué de faire un archétype, c'est-à-dire de tourner autour d'un effet. On voit que sur les cartes, il y a souvent ingénieur, plante, etc. Un archétype, typiquement, c'est les archétypes plantes. Dans Muna, on avait tourné beaucoup autour des plantes dans le set 1 il y avait un deck qui était orienté plantes. Dans un CLE, c'est compliqué de faire un archétype, donc on va éviter. Mais si jamais vous avez de la chance et que vous avez des effets qui fonctionnent avec un archétype donné, vous pouvez l'envisager. Mais pour moi, pour l'envisager, il faudrait qu'il y ait au moins la moitié des personnages, ou en tout cas la moitié des cartes de votre deck, qui synergisent avec cet archétype-là. Si vous n'avez pas la moitié des cartes qui synergisent avec cet archétype-là, faut l'oublier. Pourquoi la moitié des cartes? Parce que comme vous piochez 2 cartes par tour, vous avez beaucoup plus de chances qu'une de ces 2 cartes soit de cet archétype-là.
Mais sinon, c'est trop compliqué de faire synergiser un archétype en scellé, donc on va éviter, on va essayer de l'oublier. Le sabotage, donc forcément, ça va être important, notamment avec les cartes de réserve. Le ravitaillement de la pioche, on l'a dit, c'est important. L'épuisement en réserve, ça va être important. Le donner fugace, ça va être important, parce que ça va éviter que les cartes passent par la réserve, et que donc, passent leur effet de réserve en passif. Une fois qu'on a nos 3 couleurs, moi, ce que j'aime bien faire après, c'est je prends mes cartes, et je les trie par coup de main. Toutes les cartes qui coûtent 1, je vais les mettre en colonne, puis les cartes qui coûtent 2 en colonne à côté, puis les 3, puis les 4, etc., etc. Ça va me donner une espèce de courbe de mana. C'est-à-dire que je vais voir si j'ai beaucoup de cartes à 1, si ma carte à 1 elle est très haute, puis après ça descend, ou si à l'inverse ça commence bas et ça remonte puis ça redescend. Il y a des courbes, voilà, ça va me donner une espèce de courbe. Moi, ce que je préconise, c'est que le coût en mana le plus élevé en quantité, ça serait plus la courbe à 3 de mana, à 2 de mana potentiellement. 4, ça commence à faire beaucoup de mana, donc on veut pas une courbe trop élevée à 4. En gros, le pic maximum que vous voulez atteindre, il faut que ça soit en 3 de mana, si possible. Maintenant, vu qu'il y a des scouts, ça va peut-être changer les choses. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir pas mal de cartes à 5, notamment avec le AUF qu'on a vu tout à l'heure, qui va pouvoir être joué pour 2. Donc c'est un peu faussé. Donc il faudra faire attention à ça quand même. C'est que si vous avez beaucoup de cartes à 5 ou à 4, ou même à 6, surveillez si c'est des cartes qui ont scout, ou si c'est des cartes qui sont plates, qui coûtent 6 de base, et qu'il n'y a pas moyen de réduire de quelconque manière via un effet de la carte. Après, regardez comptez combien vous avez de cartes. Vous voyez s'il y a besoin d'en rajouter, d'en supprimer. S'il y a besoin d'en rajouter, bah, vous allez compléter. Alors, si jamais vous avez des cartes à dispo, des couleurs que vous jouez, il vaut mieux toujours mettre ces cartes-là, même si c'est des cartes qui coûtent cher, parce que comme de toute façon vous pouvez les mettre en mana, ça n'a aucune importance que vous ayez ça ou une orbe de mana. Mais si vous avez ça, dites-vous bien que si jamais c'est une carte qui coûte 7, vous dites ouais je la jouerai jamais, il suffit d'une fois où vous pouvez la jouer, et ça peut changer la philosophie de la game, et ben dans ce cas-là, vous serez content de l'avoir dans vos decks et peut-être de la piocher à ce moment-là. Mais de toute façon, si vous la piochez en début de partie, que vous savez que vous n'allez pas la jouer, ça part en mana quoi qu'il arrive. Comme il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, essayez de compléter avec les cartes que vous avez, quoi qu'il arrive, même s'ils sont pas jouables. De toute façon, si elles sont pas jouables, vous les mettrez en mana, mais il suffit d'une situation qui fait que vous pouvez la jouer, autant l'avoir. Mais sinon, vous complétez avec les arbres de mana. Si vous devez en retirer, bah là, ça va être le choix le plus difficile qu'il va falloir faire, c'est essayer vraiment est-ce que cette carte-là est vraiment essentielle ou pas? Est-ce que je peux faire sans? Est-ce que j'ai des trucs qui me permettent de contrer, de faire la même chose, etc., etc. Là, on va essayer d'épurer. Mais il faut essayer de rester à 30 le plus possible. Vous devez aller à 31, 32, c'est pas très grave, mais n'allez pas à 33, 34, 35, 36, 40 cartes, ça sert à rien. Vous aurez trop de cartes et après, si vous avez besoin d'une carte spécifiquement, vous aurez très peu de chances de l'avoir. Donc, il vaut mieux éviter ça. Une fois qu'on a notre deck, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends mon deck, je fais en sorte de le mélanger correctement. Et là, et je tire des cartes. Je pioche ma main de départ, je vois ce que je mets en mana. Je fais comme si je jouais un premier tour, puis je repioche 2. Et je fais comme si je faisais un deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Je fais des simulations comme ça de sortie de cartes pour voir si mon jeu sort correctement, si j'arrive à avoir toujours de quoi jouer au tour 1, au tour 2, au tour 3, etc., etc. Qui sont les tours pour moi les plus importants. Si vous prenez du retard là, ça va être compliqué de revenir. Donc c'est ce que je fais moi derrière. Et si vous êtes satisfait de ça, alors votre deck est prêt. Il faut pas oublier nous aussi, c'est que dans un scellé, votre deck n'est pas figé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit votre deck, si vous vous rendez compte que il y a une synergie des cartes qui fonctionne pas bien et que vous auriez été mieux avec une autre couleur, vous pouvez changer. C'est-à-dire qu'après votre premier match, vous avez le droit de changer. Après votre deuxième match, vous avez le droit de changer des cartes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que ce soit avec les cartes que vous avez ouvertes. Et tant que vous respectez la règle de construction des cartes. Donc ne rangez pas vos cartes trop loin, parce que si jamais, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui pourrait être remplaçable. Si jamais vous voyez que vous avez 3 couleurs, mais vous avez une 4e couleur qui vous dites, ah, elle aurait pu être bien celle-là, je vais la mettre de côté. Et si je me rends compte que telle couleur est trop faible, ou les sorts sont pas intéressants, bah, vous pouvez peut-être essayer de les retirer et mettre la couleur que vous envisagiez, l'autre couleur que vous envisagiez. Il faut pas hésiter à le faire. C'est autorisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus didacticiel et le plus, clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre avant les zapper. Comme je l'ai dit, on va essayer d'envisager, je vais essayer de vous faire un live
peut-être le mercredi d'avant les AP, pour qu'on voit un peu les cartes qui ont été révélées, que on essaye de voir ensemble quelle carte pourrait être forte, pas forte, quel héros serait fort, pas fort en AP. J'ai déjà ma petite idée, mais il faut que je revérifie un peu toutes les cartes qui sont sorties. N'hésitez pas, encore une fois, commenter si vous avez des questions, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner. N'oubliez pas le code MaxiCST chez MaxiRev pour gagner 2%, pour profiter pardon de 2% de réduction sur leur site, et notamment sur Altered. En attendant, amusez-vous bien.